Emma pousse la porte de son appartement, ses épaules portent le poids de 16 heures de garde à l'hôpital. Ses pieds la brûlent dans ses chaussures blanches, et ses tempes pulsent d'une fatigue qui semble s'être installée dans ses os. Elle rêve d'un bain chaud et d'un repas simple, peut-être juste un yaourt aux fruits et quelques crackers. Rien de compliqué, juste de quoi apaiser l'estomac qui crie famine depuis des heures. Mais quelque chose cloche dès qu'elle franchit le seuil. Une odeur de parfum flotte dans l'air, différente du sien, plus lourde, plus sucrée. Des voix étouffées résonnent depuis le salon, accompagnées du tintement familier de cuillères contre la porcelaine. Emma fronce les sourcils. Elle n'attendait personne aujourd'hui. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremble légèrement, trahissant plus de surprise que d'agacement. « Emma, enfin tu rentres, nous t'attendions. » Le ton de sa mère sonne faux, trop enjoué, comme celui qu'elle utilisait autrefois pour annoncer de mauvaises nouvelles déguisées en bonne surprise. Emma dépose son sac près de l'entrée, remarquant ses clés sur la table, alors qu'elle les cherchait encore dans sa poche. Quelqu'un d'autre les y a posées. Ses mains se crispent malgré elle. Le salon a changé. Ses coussins préférés, ceux aux motifs floraux qu'elle avait choisis avec tant de soin, gisent par terre, remplacés par d'autres qu'elle ne reconnaît pas. Sa sœur Léa étale ses affaires sur le canapé, comme si elle habitait ici depuis des mois, ses vêtements de marque soigneusement pliés en petites piles ordonnées. Emma sent son estomac se nouer. Elle travaille depuis l'aube, n'a rien avalé depuis 12 heures, et ses jambes chancellent de fatigue. Léa a eu une petite crise émotionnelle, explique sa mère en lissant une robe neuve qu'Emma ne lui connaissait pas. Nous avons pensé qu'un séjour ici lui ferait du bien. Une crise ? Emma fronce les sourcils, observant sa sœur qui semble parfaitement détendue. Quel genre de crise ? Rien de grave. Tu sais comme elle est sensible. Sa mère évite son regard, se concentrant sur le vernis de ses ongles fraîchement refaits. Il lui fallait juste un environnement calme pour quelques jours. Combien de temps vous restez exactement ? Oh, quelques jours, le temps qu'elle retrouve ses esprits. Sa mère agite la main comme pour chasser une mouche importune. Tu ne vas pas nous mettre dehors tout de même ? Emma observe sa sœur qui pianote sur un téléphone dernier cri qu'elle ne lui connaissait pas. Léa lève les yeux, sourit d'un air satisfait qui ne cadre pas avec une prétendue crise émotionnelle. Emma remarque ses ongles parfaitement manucurés, ses vêtements de marque, ce teint reposé qui ne correspond pas à celui de quelqu'un en détresse. Quelque chose ne colle pas, mais la fatigue rend ses pensées brumeuses. Le frigo l'appelle depuis la cuisine, promesse d'un soulagement immédiat. Emma se dirige vers la kitchenette, les gestes automatiques de quelqu'un qui rentre chez soi après une longue journée. Elle ouvre la porte du réfrigérateur, sent le froid bienfaisant sur son visage échauffé, et tend la main vers un yaourt à la vanille. Ses doigts effleurent le couvercle froid quand la voix de sa mère claque comme un fouet dans son dos. « Ne touche à rien ! Qui t'a permis d'ouvrir le frigo ?» Le hurlement fait sursauter Emma si violemment qu'elle manque de lâcher le yaourt. Sa main retombe, tremblante. Elle se retourne lentement, le cœur battant, comme si elle venait d'être prise en flagrant délit de vol. « Maman, c'est mon frigo, dans mon appartement. » Sa voix sort plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, presque une question plutôt qu'une affirmation. « Il y a des règles ici maintenant, Emma. Tu veux manger ? Demande poliment. » Léa ricane depuis le salon, un son cristallin et cruel qui résonne dans le silence soudain. Emma reste figée, la porte du frigo ouverte. Le froid lui mord les doigts, mais elle ne bouge pas. Elle regarde sa mère, puis sa sœur, puis, de nouveau sa mère. Les mots se coincent dans sa gorge, comme si quelqu'un avait coupé le fil qui reliait ses pensées à sa bouche. Emma referme doucement le frigo, le déclic résonnant comme un glas dans le silence. Elle traverse le salon sans un mot, passe devant sa sœur qui jubile silencieusement, évite le regard triomphant de sa mère. Ses jambes la portent jusqu'à sa chambre par automatisme, comme si son corps savait déjà ce que son esprit refusait encore d'admettre. Dans sa chambre, Emma s'assoit sur le bord de son lit, les mains posées sur ses genoux. Elle fixe son reflet dans le miroir de la coiffeuse. Cette femme aux traits tirés, aux cheveux échappés de son chignon, aux yeux rougis par la fatigue. Une femme de 28 ans qui vient de se faire interdire l'accès à son propre réfrigérateur. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» murmure-t-elle à son reflet. Mais au fond d'elle-même, une petite voix commence à chuchoter une question différente, plus dérangeante.
Et si ce n'était pas elle, le problème? Le matin arrive trop tôt, accompagné du bruit familier de casseroles qui s'entrechoquent dans la cuisine. Emma ouvre les yeux dans son propre lit. Mais quelque chose ne va pas. L'odeur du café qu'elle n'a pas préparé flotte jusqu'à sa chambre, mélangée à celle du pain grillé et... Est-ce du bacon? Elle n'achète jamais de bacon. Emma se lève, enfonce ses pieds dans ses pantoufles et se dirige vers la cuisine. Sa mère s'affaire devant les plaques, utilisant ses casseroles comme si elles lui appartenaient. Léa, installée à la petite table, découpe délicatement son toast en triangle parfait. « Bonjour ma chérie ». Sa mère se retourne, spatule à la main. « J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai pris la liberté de faire quelques courses hier soir. Tu n'avais vraiment rien dans tes placards. » Emma fronce les sourcils. Hier soir, elle était rentrée épuisée, s'était couchée directement après leur étrange confrontation autour du frigo. Quand sa mère avait-elle eu le temps de faire des courses? Avec quel argent? Demande Emma, la voix encore enrouée de sommeil. Oh, j'ai utilisé ta carte. Tu l'avais laissée traîner sur le comptoir. Sa mère agite négligemment la main. Ne t'inquiète pas, je n'ai acheté que le strict nécessaire. Le sang d'Emma se glace. Elle n'a jamais laissé sa carte traîner. Elle la range toujours soigneusement dans son portefeuille, dans son sac. Ses doigts tremblent légèrement quand elle prend son téléphone pour consulter ses comptes. 2000 €, disparus. En une seule transaction chez un traiteur haut de gamme qu'elle ne connaît même pas. Maman, sa voix tremble. Il y a 2000 € qui ont été débités de mon compte. À ça, sa mère ne lève même pas les yeux de sa poêle. J'ai commandé quelques petites choses pour la semaine. Tu sais comme Léa a des goûts délicats en ce moment, avec sa fragilité. Emma regarde sa sœur, qui continue de manger tranquillement, un léger sourire aux lèvres. Fragilité? Léa semble parfaitement à l'aise, savourant ce qui ressemble à du saumon fumé sur son toast. 2000 €, ce n'est pas quelques petites choses, maman. C'est mon salaire de 15 jours de travail. Sa mère se redresse enfin, se tournant vers Emma avec une expression qu'elle connaît trop bien. Ce mélange de déception feinte et de reproche qui la fait toujours se sentir coupable d'exister. Emma, voyons, tu ne vas tout de même pas faire des histoires pour si peu, après tout ce que j'ai fait pour toi. Elle secoue la tête, comme une mère déçue par l'ingratitude de sa fille. Mais cette fois, quelque chose de différent se produit dans la poitrine d'Emma. Au lieu de la culpabilité habituelle, elle sent une colère sourde qui monte, une petite flamme qui refuse de s'éteindre. « Après tout ce que tu as fait pour moi ?» répète-t-elle lentement. « Comme me voler mon argent ?» Le visage de sa mère change instantanément. La déception feinte disparaît, remplacée par une fureur glaciale. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es devenue folle !» hurle-t-elle, sa voix résonnant dans la petite cuisine. « Comment oses-tu me parler sur ce ton, après tout ce que j'ai sacrifié pour t'élever ?» Léa lève enfin les yeux, visiblement ravie du spectacle qui se déroule devant elle. Mais Emma ne plie pas. Pour la première fois de sa vie adulte, elle se tient droite face à la tempête maternelle. « Je ne suis pas folle, maman. Et tu n'avais pas le droit de prendre cet argent sans me demander. » Sa voix tremble, mais elle continue. « Je veux que vous partiez toutes les deux, aujourd'hui. » Le silence qui suit ces mots est assourdissant. Sa mère la regarde comme si Emma venait de la gifler. « Tu nous mets dehors ?» La voix de sa mère monte dans les aigus. « Ta propre famille ? Vous n'êtes pas ma famille ?» entend Emma sa propre voix dire. Les mots sortent tout seuls, comme s'ils attendaient depuis des années de pouvoir enfin s'exprimer. Une famille ne vole pas, ne manipule pas, ne humilie pas. Léa bondit de sa chaise. « Emma, tu ne peux pas nous faire ça. Où veux-tu qu'on aille ? Ce n'est plus mon problème. » Emma se surprend elle-même de la fermeté de sa voix. « Vous avez 24 heures pour rassembler vos affaires et partir. » Sa mère devient livide. « Si nous partons, ne compte plus jamais nous revoir. Tu m'entends ? Plus jamais. » Emma sent son cœur se serrer, mais la petite flamme de colère brûle plus fort que la peur de l'abandon. Peut-être que ce sera mieux ainsi. Elle se dirige vers sa chambre, ferme la porte derrière elle et s'y adosse, les jambes tremblantes. Dans la cuisine, elle entend sa mère et sa sœur chuchoter avec véhémence. Son téléphone vibre. Un message de David, son collègue. « Comment s'est passée ta soirée ? Tu semblais fatiguée hier. » Emma fixe l'écran, les mains encore tremblantes. Pour la première fois depuis longtemps, elle a envie de parler à quelqu'un.
vraiment parler. « Peux-tu m'appeler ? J'ai besoin d'aide », tape-t-elle rapidement. Quelques secondes plus tard, son téléphone sonne. « Emma, qu'est-ce qui se passe ?» Et pour la première fois depuis des années, Emma dit la vérité à quelqu'un. Le matin arrive trop tôt, accompagné du bruit familier de casseroles qui s'entrechoquent dans la cuisine. Emma ouvre les yeux dans son propre lit, mais quelque chose ne va pas. L'odeur du café qu'elle n'a pas préparé flotte jusqu'à sa chambre, mélangée à celle du pain grillé, et « Est-ce du bacon ?» Elle n'achète jamais de bacon. Emma se lève, enfonce ses pieds dans ses pantoufles et se dirige vers la cuisine. Sa mère s'affaire devant les plaques, utilisant ses casseroles comme si elles lui appartenaient. Léa, installée à la petite table, découpe délicatement son toast en triangle parfait. « Bonjour ma chérie. » Sa mère se retourne, spatule à la main. « J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai pris la liberté de faire quelques courses hier soir. Tu n'avais vraiment rien dans tes placards. » Emma fronce les sourcils. « Hier soir ?» Elle était rentrée épuisée, s'était couchée directement après leur étrange confrontation autour du frigo. Quand sa mère avait-elle eu le temps de faire des courses ? « Avec quel argent ?» demandait Emma, la voix encore enrouée de sommeil. « Oh, j'ai utilisé ta carte. Tu l'avais laissée traîner sur le comptoir. » Sa mère agite négligemment la main. « Ne t'inquiète pas, je n'ai acheté que le strict nécessaire. » Le sang d'Emma se glace. Elle n'a jamais laissé sa carte traîner. Elle la range toujours soigneusement dans son portefeuille, dans son sac. Ses doigts tremblent légèrement quand elle prend son téléphone pour consulter ses comptes. 2000 € disparus, en une seule transaction chez un traiteur haut de gamme qu'elle ne connaît même pas. « Maman !» Sa voix tremble. « Il y a 2000 € qui ont été débités de mon compte. »« Ah, ça ?» Sa mère ne lève même pas les yeux de sa poêle. « J'ai commandé quelques petites choses pour la semaine. Tu sais comme Léa a des goûts délicats en ce moment, avec sa fragilité. » Emma regarde sa sœur, qui continue de manger tranquillement, un léger sourire aux lèvres. Fragilité ? Léa semble parfaitement à l'aise, savourant ce qui ressemble à du saumon fumé sur son toast. 2000 €. Ce n'est pas quelques petites choses, maman. C'est mon salaire de 15 jours de travail. Sa mère se redresse enfin, se tournant vers Emma avec une expression qu'elle connaît trop bien. Ce mélange de déception feinte et de reproche qui la fait toujours se sentir coupable d'exister. « Emma, voyons, tu ne vas tout de même pas faire des histoires pour si peu ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Elle secoue la tête, comme une mère déçue par l'ingratitude de sa fille. Mais cette fois, quelque chose de différent se produit dans la poitrine d'Emma. Au lieu de la culpabilité habituelle, elle sent une colère sourde qui monte, une petite flamme qui refuse de s'éteindre. « Après tout ce que tu as fait pour moi ?» répète-t-elle lentement. « Comme me voler mon argent ?» Le visage de sa mère change instantanément. La déception feinte disparaît, remplacée par une fureur glaciale. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es devenue folle !» hurle-t-elle, sa voix résonnant dans la petite cuisine. « Comment oses-tu me parler sur ce ton, après tout ce que j'ai sacrifié pour t'élever ?» Léa lève enfin les yeux, visiblement ravie du spectacle qui se déroule devant elle. Mais Emma ne plie pas. Pour la première fois de sa vie adulte, elle se tient droite face à la tempête maternelle. « Je ne suis pas folle, maman. Et tu n'avais pas le droit de prendre cet argent sans me demander. » Sa voix tremble, mais elle continue. « Je veux que vous partiez toutes les deux, aujourd'hui. » Le silence qui suit ces mots est assourdissant. Sa mère la regarde comme si Emma venait de la gifler. « Tu nous mets dehors ?» La voix de sa mère monte dans les aigus. « Ta propre famille ?»« Vous n'êtes pas ma famille », entend Emma sa propre voix dire. Les mots sortent tout seuls, comme s'ils attendaient depuis des années de pouvoir enfin s'exprimer. Une famille ne vole pas, ne manipule pas, ne humilie pas. Léa bondit de sa chaise. « Emma, tu ne peux pas nous faire ça. Où veux-tu qu'on aille ? Ce n'est plus mon problème. » Emma se surprend elle-même de la fermeté de sa voix. « Vous avez 24 heures pour rassembler vos affaires et partir. » Sa mère devient livide. « Si nous partons, ne compte plus jamais nous revoir. »« Tu m'entends ? Plus jamais !» Emma sent son cœur se serrer. Mais la petite flamme de colère brûle plus fort que la peur de l'abandon. Peut-être que ce sera mieux ainsi. Elle se dirige vers sa chambre, ferme la porte derrière elle et s'y adosse, les jambes tremblantes. Dans la cuisine, elle entend sa mère et sa sœur chuchoter avec véhémence. Son téléphone vibre.
Un message de David, son collègue. Comment s'est passée ta soirée? Tu semblais fatiguée hier. Emma fixe l'écran, les mains encore tremblantes. Pour la première fois depuis longtemps, elle a envie de parler à quelqu'un. Vraiment parler. Peux-tu m'appeler? J'ai besoin d'aide, tape-t-elle rapidement. Quelques secondes plus tard, son téléphone sonne. Emma? Qu'est-ce qui se passe? Et pour la première fois depuis des années, Emma dit la vérité à quelqu'un. Emma pousse la porte du cabinet de Dr Martinez, le cœur battant comme lors de son premier jour à l'hôpital. Elle s'était dit pendant des années qu'elle n'avait pas besoin de thérapie, que les autres avaient des problèmes plus graves. Mais après 3 semaines de liberté dans son propre appartement, elle commence à réaliser l'ampleur de ce qu'elle ne comprend pas sur elle-même. « Bonjour Emma, asseyez-vous où vous voulez », dit Dr Martinez, une femme aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux. Emma choisit le fauteuil près de la fenêtre, d'où elle peut voir les arbres. Quelque chose dans cette vue l'apaise. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Emma hésite. Par où commencer? Je crois que j'ai vécu toute ma vie en pensant que j'étais le problème. Et maintenant je ne sais plus. Pouvez-vous me donner un exemple? Ma mère me dit souvent que je suis trop sensible, que je dramatise. Quand j'étais adolescente et que je pleurais parce qu'elle avait fouillé mes affaires, elle disait que j'étais ingrate. Emma sent sa gorge se serrer. J'ai fini par croire que c'était vrai. Dr Martinez hoche la tête. Et maintenant, vous en pensez quoi? Maintenant, je pense qu'elle n'avait pas le droit de fouiller mes affaires. C'est un grand pas, Emma. En sortant du cabinet, Emma se sent étrangement légère. Comme si quelqu'un venait de lui confirmer que le ciel était bien bleu, après des années à se demander si elle voyait correctement les couleurs. Elle décide de faire un détour par le marché. Pour la première fois depuis des semaines, elle a envie de cuisiner quelque chose qui lui fait plaisir. Elle achète des tomates cerises, du basilic frais, du bon fromage. Des produits que sa mère qualifiait de gaspillage d'argent. Dans l'allée des fleurs, elle s'arrête devant un stand de plantes aromatiques. La vendeuse, une dame aux mains tachées de terre, lui sourit. « Vous cherchez quelque chose de particulier? Je ne sais pas trop. Quelque chose de facile à cultiver. Je n'ai pas vraiment la main verte. Personne ne naît avec la main verte, rit la vendeuse. Ça s'apprend, avec de la patience. Tenez, du basilic et du thym. Difficile de les tuer, et ça sent bon. » Emma repart avec ses petits pots, se sentant comme une enfant avec un nouveau jouet. Dans l'ascenseur qui monte à son étage, elle croise Madame Dubois, sa voisine. « Oh Emma, comme c'est joli ces petites plantes. Vous jardinez maintenant ?» Je commence. Emma sourit. J'apprends. C'est merveilleux. Au fait, je suis désolée pour le bruit l'autre jour. Votre famille semblait agitée. Emma rougit légèrement. Elles ne vivent plus ici maintenant. Ah, Madame Dubois a l'air soulagée. Bien, vous méritez la tranquillité, ma petite. Cette simple phrase fait chaud au cœur d'Emma. Quelqu'un d'autre a remarqué que sa famille était difficile. Le soir, David passe comme convenu. Il apporte des pâtes fraîches et du vin. Elle prépare sa sauce aux tomates cerises avec le basilic du marché. Ils cuisinent ensemble dans sa petite cuisine et Emma se rend compte qu'elle n'avait jamais fait ça avec quelqu'un. Sa mère considérait la cuisine comme son territoire exclusif. « Ça sent divinement bon », dit David en goûtant la sauce. « C'est la première fois que je cuisine vraiment pour quelqu'un d'autre. » Avoue Emma. « Vraiment? Mais tu cuisines si bien. » Ma mère, elle ne me laissait pas faire grand-chose dans la cuisine. Elle disait que j'allais tout gâcher. David pose sa cuillère, se tourne vers elle. « Emma, ta mère avait tort sur beaucoup de choses. » Il mange sur la petite terrasse qu'Emma a aménagée avec ses nouvelles plantes. Le basilic embaume l'air du soir, et Emma se sent bien d'une façon qu'elle ne sait pas nommer. « David, est-ce que je peux te demander quelque chose? » « Tout ce que tu veux. Comment tu as fait pour sortir de cette situation avec ton père? Pour devenir qui tu es maintenant? » David réfléchit, fait tourner le vin dans son verre. « Un jour à la fois, je crois. Et en m'entourant de gens bien. » Il la regarde. « Comme toi. » Emma sent ses joues chauffer. « Moi? Mais je ne suis qu'une infirmière fatiguée qui ne savait même pas dire non à sa propre famille. » « Tu es une infirmière qui prend soin des autres toute la journée, qui a eu le courage de changer sa vie et qui fait la meilleure sauce tomate que j'ai jamais goûtée. » Pour la première fois depuis très longtemps, Emma rit. Vraiment rit, du ventre, sans retenue. « Tu exagères pour la sauce. » « Pas du tout. » David sourit.
Et je n'exagère pas pour le reste non plus. Cette nuit-là, Emma s'endort facilement. Dans sa chambre silencieuse, elle entend juste le bruit léger du vent dans ses nouvelles plantes sur la terrasse. Elle pense à Dr Martinez, à Madame Dubois, à David, à tous ces gens qui la voient différemment de ce que sa famille lui avait fait croire. Peut-être qu'elle n'est pas le problème, après tout. 2 mois de paix. 2 mois où Emma a appris à s'écouter, à cuisiner ce qu'elle aime, à regarder ses émissions préférées sans commentaires désobligeants. 2 mois où ses plantes ont grandi sur la terrasse, où David est devenu plus qu'un ami, où Dr Martinez l'aide à démêler 28 ans de conditionnement. Et puis, Léa apparaît. Emma rentre du travail et la trouve assise dans l'escalier, les yeux rougis, un sac de voyage à ses pieds. Ses vêtements de marque ont laissé place à un jean usé et un pull trop grand. Elle semble avoir maigri. Emma. Léa se lève, les jambes tremblantes. Je n'avais nulle part où aller. Emma sent son cœur se serrer. Malgré tout, voir sa sœur dans cet état la bouleverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Léa éclate en sanglots. Elle est vraiment malade, Emma. Le cancer, c'était vrai. Elle a caché les vrais résultats. Elle ne voulait pas t'inquiéter avant. Emma ferme les yeux. Elle avait presque oublié cette sensation. La culpabilité qui vous tombe dessus comme une chape de plomb. Entre, dit-elle en ouvrant sa porte. Léa s'installe sur le canapé, accepte le thé qu'Emma lui prépare. Elle raconte comment leur mère s'affaiblit, comment elle refuse les traitements, comment elle répète sans cesse qu'Emma lui manque. Elle dit que si tu ne veux pas la voir, au moins laisse-moi rester ici quelques jours, le temps qu'on organise les choses. Emma écoute, partagée entre son instinct, nouvellement développé, et cette vieille habitude de porter le poids des problèmes familiaux. Quelques jours seulement, finit-elle par dire. David l'appelle dans la soirée. Emma lui parle de Léa, de leur mère malade. Sa voix au téléphone sonne différente. « Comment tu te sens ?» demande-t-il. « Coupable, avoue Emma, et confuse. Si maman est vraiment malade, Emma, tu as le droit d'être prudente. Prends ton temps pour réfléchir. » Mais les jours passent, et Emma retrouve ses anciens réflexes. Elle dort sur le canapé pour laisser sa chambre à Léa. Elle fait les courses, prépare les repas, lave le linge. Quand David propose de passer, elle trouve des excuses. Léa a besoin de calme en ce moment. « Et toi, de quoi tu as besoin ?» demande-t-il. Mais Emma esquive la question. Léa semble aller mieux. Elle retrouve son téléphone dernier cri. Passe des heures à discuter avec des amis qu'Emma ne connaît pas. Elle commande des plats à emporter coûteux, utilise tous les produits de beauté d'Emma. Un soir, Emma rentre plus tôt de l'hôpital et trouve Léa en train de fouiller dans son bureau. Des papiers sont étalés partout. Contrat de travail, relevé bancaire, documents de thérapie. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Emma, le cœur battant. Léa se redresse, pas gênée le moins du monde. « Maman voulait savoir si tu avais assez d'argent pour l'aider avec les frais médicaux. Je vérifiais juste tes revenus. Tu n'as pas le droit de fouiller mes affaires. » Léa lève les yeux au ciel. « Oh, arrête ton cinéma, Emma. On est en famille. » Cette phrase déclenche quelque chose en Emma. La même colère que 2 mois plus tôt, mais plus claire maintenant. « Non, Léa. Ça, ce n'est pas de la famille. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Emma ramasse ses papiers, les mains tremblantes. La famille, c'est respecter l'intimité de l'autre. C'est demander la permission. C'est ne pas fouiller les affaires personnelles. Tu dramatises encore. Non. Emma se redresse, regarde sa sœur dans les yeux. Je commence enfin à voir clair. Elle trouve le courage de prendre son téléphone, d'appeler David. Je peux venir chez toi ce soir ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais te raconter. Chez David, Emma raconte tout. Comment elle a laissé Léa revenir. Comment elle a retrouvé ses anciens patterns. Comment elle s'est retrouvée à dormir sur son propre canapé. Et le pire, dit-elle en pleurant, c'est que je me sens coupable de me plaindre. Si maman est vraiment malade. David la prend dans ses bras. Emma, même si elle est un malade, ça ne donne pas le droit à ta sœur de fouiller tes affaires. Je sais. En théorie, je sais. Mais c'est si dur de... De quoi ? De ne pas me sentir responsable de tout le monde. Cette nuit-là, Emma dort chez David. Pour la première fois depuis des semaines, elle dort profondément, sans se réveiller en se demandant si Léa va bien. Le lendemain matin, elle trouve la force de rentrer chez elle et de dire à sa sœur « Tu as 24 heures pour partir. » Mais cette fois,
Elle sait qu'elle tiendra bon. L'expulsion de Léa déclenche une guerre que Emma n'avait pas anticipée. Dans les heures qui suivent, son téléphone ne cesse de sonner. D'abord sa mère, puis tante Claire, puis des cousins qu'elle n'a pas vus depuis des années, tous avec le même message. Emma est devenue égoïste, cruelle, ingrate. « Comment peux-tu abandonner ta propre mère mourante ?» pleure tante Claire au téléphone. « Elle qui t'a tout donné. Tante Claire, est-ce que tu sais qu'elle a volé 2000 € sur mon compte ? Elle me dit que c'était un malentendu, que tu exagères tout. » Emma raccroche, épuisée. Chaque appel lui renvoie la même image d'elle-même. Une fille dénaturée qui refuse d'aider sa famille en détresse. Au travail, elle n'arrive plus à se concentrer. Pendant qu'elle prépare les médicaments, elle entend encore la voix de sa grand-mère. « Dans ma génération, on respectait ses parents, Emma. Peu importe ce qu'ils faisaient. Ça va ?» David la rejoint dans la réserve où elle s'est réfugiée pour pleurer discrètement. « Je ne sais plus. » Emma s'essuie les yeux. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis vraiment devenue quelqu'un de terrible. David ferme la porte derrière eux, s'assoit à côté d'elle sur les cartons de compresse. « Emma, regarde-moi. » Il attend qu'elle lève les yeux. « Tu passes tes journées à soigner des gens. Tu as un cœur grand comme ça. Tu fais attention aux autres constamment. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un de terrible ? Mais ma famille. Ta famille te manipule. Et maintenant, elle utilise les autres membres pour continuer. » Emma sent sa poitrine se serrer. « Comment tu peux être si sûre ? Parce que les gens bien n'ont pas besoin de monter tout le monde contre quelqu'un pour avoir raison. » David prend sa main. « Emma, tu n'es pas responsable des émotions de ta mère. Tu n'es pas responsable de gérer sa maladie. Tu n'es responsable que de ton propre bien-être. » Ces mots sonnent comme une révélation. Emma les répète dans sa tête. « Tu n'es pas responsable des émotions de ta mère. » « J'ai besoin de partir d'ici quelques jours, » dit-elle soudain. « Loin de tout ça. Où tu veux aller ? Je ne sais pas. Quelque part où personne ne me connaît, où personne n'a d'opinion sur ce que je devrais faire. » David sourit. « Ma sœur a une petite maison dans les Cévennes. Elle me la prête parfois. Tu veux que je l'appelle ? » 3 jours plus tard, Emma roule vers les montagnes. Sa petite voiture chargée de quelques affaires et de ses plantes aromatiques qu'elle refuse d'abandonner. Pour la première fois depuis des semaines, elle a coupé son téléphone. La maison de la sœur de David est exactement ce qu'il lui faut. Petite, simple, entourée de lavande et de silence. Emma pose ses plantes sur la terrasse en bois, prépare un thé avec l'eau du puits, s'installe dans le hamac avec un livre qu'elle n'a jamais eu le temps de lire. Le premier jour, elle sursaute à chaque bruit, s'attend à voir sa mère surgir derrière un arbre. Le deuxième jour, elle commence à écouter vraiment le silence. Le troisième jour, elle se réveille avec quelque chose qu'elle met du temps à identifier. De la paix. Assise sur la terrasse au lever du soleil, Emma boit son café en regardant les collines dorées. Pour la première fois de sa vie, elle se sent seule sans se sentir abandonnée. Elle se sent seule et bien. Son téléphone, qu'elle a rallumé brièvement pour rassurer David, affiche 37 messages non lus. Elle les efface sans les lire et éteint l'appareil. Ce matin-là, elle écrit dans un carnet qu'elle a acheté au village. « J'ai passé ma vie à croire que l'amour familial signifiait tout accepter, tout pardonner, tout porter. Aujourd'hui, je comprends que l'amour véritable respecte, protège, honore. Ce que ma famille me donne n'est pas de l'amour. C'est du chantage déguisé en affection. » Elle relit ces mots, surprise par leur clarté. « Je ne suis pas responsable de sauver ma mère de ses propres choix. Je ne suis pas responsable de porter le poids émotionnel de ma famille. Je suis responsable de ma propre vie, de mon propre bonheur, de mes propres choix. » Le soir, elle appelle David depuis le téléphone fixe de la maison. « Comment tu vas ? » « Mieux. Beaucoup mieux. » Emma sourit, même s'il ne peut pas la voir. « Je pense que je commence à comprendre qui je suis quand je ne porte pas le poids des autres. » « Et qui tu es ? » Emma regarde par la fenêtre les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel clair. Quelqu'un qui mérite d'être respecté. Quelqu'un qui a le droit de dire non. Quelqu'un qui peut être aimé sans condition. « Oui, » dit David doucement. « C'est exactement qui tu es. » Cette nuit-là, Emma dort profondément, bercée par le chant des grillons, et la certitude nouvelle que sa valeur ne dépend pas de sa capacité à rendre les autres heureux. De retour en ville après une semaine dans les Cévennes, Emma se sent différente.
plus solide, comme si elle avait trouvé une colonne vertébrale qu'elle ne savait pas posséder. Elle reprend le travail avec un regard neuf, remarquant des détails qui lui avaient échappé. Ses collègues qui respectent ses pauses, ses patients qui la remercient sincèrement, son chef de service qui apprécie vraiment son travail. « Tu as l'air reposé », observe David pendant leur pause café. « Je me sens... moi-même, pour la première fois. » Emma sourit. « C'est étrange à dire, mais je découvre qui je suis quand personne ne me dit qui je devrais être. » Le soir même, Emma s'inscrit au cours de poterie qu'elle avait toujours voulu suivre. L'atelier se trouve dans un ancien garage transformé, avec de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière dorée du soleil couchant. « Première fois ?» demande Clara, la professeure, une femme aux cheveux blancs et aux mains fortes, couvertes d'argile séchée. « Oui. J'ai toujours rêvé d'essayer, mais... » « Mais quoi ?» Emma hésite. Quelqu'un me disait toujours que c'était une perte de temps. Clara sourit. Quelqu'un qui n'a jamais senti la terre prendre forme entre ses mains, j'imagine. Emma s'installe devant le tour, les mains tremblantes. L'argile froide glisse entre ses doigts, refuse de prendre la forme qu'elle veut lui donner. Autour d'elle, les autres élèves semblent si à l'aise. « Ça ne ressemble à rien », marmonne-t-elle en regardant sa masse informe. Et alors, Clara s'approche. « Vos mains apprennent, l'argile vous enseigne, laissez-vous le temps. » Petit à petit, Emma se détend. Ses épaules se relâchent, sa respiration ralentit. Pour la première fois depuis des années, elle ne pense à rien d'autre qu'au moment présent. « Vous avez remarqué ?» dit Clara à la fin du cours. « Vous ne tremblez plus. » C'est vrai. Les mains d'Emma, qui tremblent souvent sous le stress, sont parfaitement stables sur l'argile. En rentrant chez elle, Emma trouve un message sur son répondeur. Une voix qu'elle ne reconnaît pas, douce et âgée. « Bonjour Emma, je suis Marguerite, la mère de votre papa, votre grand-mère paternelle. J'ai eu vos coordonnées par... peu importe comment. J'aimerais beaucoup vous voir, si vous acceptez. J'ai des choses à vous dire sur votre famille, des choses importantes. » Emma s'assoit lourdement sur son canapé. Sa grand-mère paternelle? Sa mère lui avait toujours dit que la famille de son père ne voulait plus les voir après sa mort, qu'il la tenait responsable de l'accident. Elle rappelle le numéro, les mains légèrement tremblantes. « Allô? Grand-mère? C'est Emma. » Un silence, puis un sanglot étouffé. « Ma chérie, ma petite Emma, comme ta voix me rappelle celle de ton père. » Elle se donne rendez-vous dans un café près du centre-ville. Emma arrive en avance, nerveuse. Quand une dame aux cheveux argentés entre et la cherche du regard, Emma reconnaît immédiatement les yeux de son père. « Emma ?» Marguerite s'approche, les larmes aux yeux. « Tu ressembles tellement à ton papa. » Elles s'embrassent maladroitement, émues toutes les deux. « Grand-mère, maman m'avait dit que vous ne vouliez plus nous voir. » Le visage de Marguerite se durcit. « Ta mère nous a dit que tu ne voulais plus nous voir. » Qu'elle respectait ton choix de couper les ponts avec la famille paternelle. Emma sent le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ? Emma, nous avons essayé de te contacter pendant des années. Lettres, coups de téléphone. Ta mère nous disait que tu étais fâchée, que tu voulais qu'on vous laisse tranquille. Mais papa est mort dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans. » Marguerite la regarde avec une expression de confusion totale. « Morte ? Emma, ton père vit au Canada. Il s'est remarié là-bas. Il a une fille de 15 ans maintenant. Ta demi-sœur Sarah. » Le café se met à tourner autour d'Emma. Elle s'accroche à sa tasse comme à une bouée. « Mon père est vivant ? Bien sûr qu'il est vivant. Il t'envoie de l'argent tous les mois depuis que ta mère et lui ont divorcé. Il... Emma, tu vas bien ? Tu es toute pâle. » Emma ne peut plus respirer. 23 ans. 23 ans que sa mère lui ment sur la mort de son père. 23 ans qu'elle pleure un homme vivant, qu'elle se sent orpheline alors qu'elle a une famille qui la cherche. Emma, David apparaît soudain à côté de leur table. Il avait prévu de passer la prendre après son rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? David. Emma lève vers lui des yeux perdus. Mon père n'est pas mort. Ma mère m'a menti pendant 23 ans. David s'assoit, prend sa main. Marguerite raconte tout, le divorce quand Emma avait 5 ans, les tentatives de contact bloquées par sa mère, l'argent envoyé et intercepté, la famille paternelle qui s'inquiétait pour Emma depuis des années. Nous pensions que tu nous en voulais.
dit Marguerite en pleurant. Nous ne comprenions pas pourquoi tu ne répondais jamais. Ce soir-là, Emma pleure toutes les larmes de son corps dans les bras de David. Pleure pour cette famille perdue, pour ces années de mensonges, pour cette petite fille qui se croyait abandonnée. Mais au-delà de la colère et de la tristesse, quelque chose de plus fort grandit en elle. La certitude absolue qu'elle ne laissera plus jamais personne contrôler sa réalité. « Je veux l'appeler », dit-elle à David. « Je veux appeler mon père ». L'appel avec son père a lieu un dimanche matin. Emma s'est préparée pendant 3 jours, écrivant et réécrivant ce qu'elle voulait lui dire. Quand sa voix résonne dans le téléphone, grave et douce avec un léger accent canadien, Emma fond en larmes avant même de prononcer un mot. « Papa ?» C'est Emma. Un silence, puis un sanglot étouffé. « Emma ? Ma petite fille ? Mon Dieu, j'ai cru que je n'entendrais plus jamais ta voix. » Il parle pendant 2 heures. Il lui raconte le Canada, sa nouvelle épouse Marie, sa fille Sarah qui rêve de rencontrer sa grande sœur. Il explique comment sa mère avait rendu les visites impossibles, comment elle interceptait ses lettres et ses appels. « Je payais une pension tous les mois, » dit-il. « Ta mère me disait que tu étudiais, que tu allais bien. Je ne savais pas que... » Et elle prenait l'argent ? Tout. Pendant 23 ans. Emma sent une colère froide l'envahir. Plus de chagrin maintenant. Juste une détermination claire et nette. Le lendemain, elle prend un avocat. Maître Rousseau, une femme aux cheveux courts et au regard perçant, écoute Emma raconter son histoire sans l'interrompre. Quand elle termine, l'avocate retire ses lunettes. « Emma, ce que vous décrivez, c'est de la manipulation psychologique, du chantage affectif et du détournement de fonds. Nous avons largement de quoi agir. Je ne veux pas d'argent, dit Emma rapidement. Je veux qu'elle arrête. Une mise en demeure pourrait suffire. Interdiction d'approcher, de contacter, d'utiliser des tiers pour vous harceler. Emma hoche la tête. Oui, je veux ma paix. Mais sa mère ne l'entend pas ainsi. Quand l'huissier lui remet les documents, elle débarque à l'hôpital, créant une scène devant les patients et le personnel. « Emma, comment peux-tu me faire ça? Ta propre mère !» Emma, en pleine tournée avec David, se fige en entendant les cris dans le couloir. Sa première réaction est la panique habituelle. Mais David pose une main ferme sur son épaule. « Tu n'as pas à subir ça. » Emma respire profondément, se redresse. Elle sort de la chambre du patient et fait face à sa mère pour la première fois en 4 mois. Sa mère a maigri, ses cheveux sont négligés, ses vêtements froissés. Derrière la colère, Emma voit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué. La peur. Sa mère a peur de la perdre. « Maman, tu dois partir. Nous sommes dans un hôpital. »« Pas avant que tu m'écoutes. J'ai tout sacrifié pour toi et tu me traites comme une criminelle ?» Emma sent tous les regards sur elle. Ses collègues, ses patients, David qui reste près d'elle. Autrefois, cette attention l'aurait paralysée de honte. Maintenant, elle se sent soutenue. « Maman, tu as menti sur mon père pendant 23 ans. Tu as pris l'argent qu'il m'envoyait. Tu as volé dans mon compte. Tu as fouillé mes affaires, manipulé ma sœur, monté la famille contre moi. » Sa voix est calme, posée. « Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas ce qu'une mère fait. Je t'ai protégée, ton père t'aurait abandonné. Non, maman, c'est toi qui m'as abandonnée émotionnellement. C'est toi qui m'as isolée de ma famille. C'est toi qui as créé ce chaos. » Sa mère la regarde comme si Emma parlait une langue étrangère. « Tu ne peux pas me dire ça. Je suis ta mère. Être mère, ça se mérite chaque jour. Ça ne donne pas tous les droits. » Le chef de service arrive, alerté par le bruit. « Mesdames, je vais devoir vous demander de partir si vous continuez à perturber le service. » Emma se tourne vers sa mère une dernière fois. « Maman, j'espère qu'un jour tu comprendras le mal que tu as fait. Mais moi, je ne peux plus porter ta souffrance. J'ai ma vie à vivre. » Sa mère la regarde partir, bouche ouverte, comme si elle venait d'assister à une révolution qu'elle ne comprenait pas. Le soir, Emma trouve Léa qui l'attend devant chez elle. Mais cette fois, sa sœur semble différente. Moins arrogante, plus fragile. « Emma, je dois te dire quelque chose. » Elle s'installe dans un café voisin. Léa commande un thé, évite le regard d'Emma. « Maman m'a avoué. Pour papa, pour l'argent, pour tout. » Léa lève enfin les yeux. « J'avais des soupçons, mais je ne voulais pas voir. C'était plus facile de te laisser être la méchante. » Emma sent sa gorge se serrer. « Léa, non, laisse-moi finir.
J'ai été complice de tout ça. Je me suis dit que si elle te contrôlait, au moins elle me laisserait tranquille. Léa essuie ses yeux. Mais maintenant, elle essaie de faire pareil avec moi. Et je comprends enfin ce que tu as vécu. Pour la première fois depuis des années, Emma voit sa vraie sœur. Pas la complice de leur mère, mais une jeune femme de 25 ans qui a grandi dans la même prison dorée. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demande Emma. « Je déménage chez mon copain. Et j'aimerais qu'on apprenne à se connaître vraiment. Sans maman entre nous. » Emma lui prend la main. « J'aimerais ça aussi. » Ce soir-là, Emma appelle son père pour lui raconter sa journée. Il l'écoute, la félicite pour son courage, lui parle de Sarah qui veut absolument la rencontrer. « Tu sais quoi, papa ? Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. » 1 an et demi plus tard, Emma se réveille dans sa chambre baignée de soleil, David endormi à côté d'elle. Par la fenêtre, elle voit ses tournesols géants danser dans la brise matinale. Ils font presque 2 mètres maintenant, fiers et dorés, tournés vers la lumière. Elle sourit en pensant à cette image qu'elle a découverte en thérapie. Le kintsugi, cet art japonais qui consiste à réparer les objets brisés avec de l'or. Les fissures ne disparaissent pas. Elles deviennent plus belles que l'original. « Bonjour, madame l'infirmière-chef », murmure David en ouvrant les yeux. Emma rit doucement. Sa promotion, obtenue 6 mois plus tôt, lui donne enfin la reconnaissance qu'elle méritait depuis longtemps. « Bonjour, monsieur le futur colocataire officiel. » Ils emménagent ensemble la semaine prochaine, dans un appartement plus grand, avec une vraie terrasse pour ses plantes et un atelier où Emma peut faire sa poterie. Son téléphone sonne. « Salut, grande sœur !» La voix joyeuse de Sarah résonne depuis le Canada. Elle s'appelle tous les dimanches maintenant. Planifier la visite d'Emma l'été prochain. Devine quoi? Papa dit que tu peux amener David. J'ai tellement hâte de vous rencontrer. Après l'appel, Emma prépare le petit déjeuner sur la terrasse. Ses plantes aromatiques embaument l'air. Ses tomates cerises rougissent au soleil. Chaque chose ici reflète ses vrais goûts, ses vraies envies. David sort avec le café, lui tend un journal. « Regarde, ton article est publié. » Emma ouvre le magazine de psychologie où elle a écrit un témoignage sur la manipulation familiale. En 3 mois, elle a reçu des centaines de messages de personnes qui se reconnaissent dans son histoire. « J'ai une surprise pour toi, » dit-elle en prenant une enveloppe sur la table. David l'ouvre, fronce les sourcils. « Un billet d'avion pour le Canada ? Emma, ton congé est approuvé. Papa a dit qu'il était temps que tu rencontres ta belle famille. » David l'embrasse tendrement. « Tu es sûre ? » Plus sûre que jamais. L'après-midi, Léa passe comme convenu. Elles, jardinement ensemble maintenant, se racontent leur semaine sans jugement. Léa suit une thérapie elle aussi, reconstruit patiemment sa relation à elle-même. « Maman a encore essayé de m'appeler, » dit Léa en arrosant les basiliques. « Comment tu te sens ? » Triste pour elle, mais en paix avec mon choix. Léa sourit. « C'est bizarre, non ? Avant, j'aurais culpabilisé pendant des semaines. » Emma hoche la tête. Elle comprend. Leur mère vit seule maintenant, refusant toute aide, s'enfermant dans sa version des événements. Parfois, Emma ressent encore une pointe de tristesse pour cette femme qui n'a jamais appris à aimer sans contrôler. Le soir, Clara, son professeur de poterie devenu amie, vient dîner. Elle apporte une de ses créations, un vase brisé, puis réparé avec des veines dorées. « Pour ta nouvelle maison », dit-elle en l'offrant à Emma. Emma caresse les lignes dorées qui traversent la céramique. Il est encore plus beau qu'avant d'être brisé. « Comme toi », dit David en lui prenant la main. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emma repense au chemin parcouru. Elle a encore des moments difficiles parfois, des réflexes de culpabilité qui resurfacent. Mais maintenant, elle a les outils pour les reconnaître et les dépasser. Son téléphone vibre. Un message d'une lectrice de son article « Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de partir de chez mes parents toxiques. Merci de m'avoir montré que c'était possible. » Emma sourit dans l'obscurité. Aider les autres à se libérer donne un sens nouveau à ses propres blessures. Le lendemain matin, elle se réveille avec une sensation familière mais transformée. L'envie d'appeler sa famille. Mais cette fois, c'est pour téléphoner à son père, pas pour subir des reproches. Dans sa cuisine, entourée de ses plantes qui poussent vers la lumière, Emma prépare le café en fredonnant. David lit tranquillement. Léa lui envoie une photo de son nouveau studio. Sarah lui raconte ses cours par message. Emma regarde autour d'elle.
Cette vie qu'elle a construite pierre par pierre, relation par relation, choix par choix. Une vie où elle n'a plus peur de dire non, où elle ne porte plus le poids des émotions des autres, où elle peut être aimée pour ce qu'elle est vraiment. « Tu sais quoi ?» dit-elle à David en s'asseyant près de lui. « Quoi ?» Emma sourit, tenant sa tasse chaude entre ses mains. « Je pensais que me libérer signifiait perdre ma famille. En réalité, j'ai appris ce que signifiait vraiment en avoir une. Dehors, ces tournesols se dressent vers le ciel, magnifiques et libres.